Bonjour, je m'appelle Nicolas Delon. Je suis un des deux associés fondateurs de l'agence et du collectif Encore Heureux. Agence et collectif parce qu'on a commencé à travailler ensemble avec Julien Chopin dès la sortie de l'école, donc en 2002. Et durant notre dernière année d'études, on avait monté ce collectif avec l'idée de faire des projets dans la ville et dans la vraie vie. Et ensuite, cette structure un peu multiforme s'est transformée en une agence d'architecture, notamment après 2006. Et donc voilà. Donc Encore Heureux, c'est un nom qui a été très important et qui est toujours, mais qui surtout a été une nécessité lors du premier projet Herbe Folle que nous avons fait en 2001 sur les bouches d'aération du métro, avec cette mini-installation de profiter de l'air soufflé par le métro pour changer le trottoir. Et du coup, l'idée qui nous a intéressés était de se rendre compte que les projets que nous voulions faire étaient des projets collectifs, que le duo que nous formons avec Julien était très fort, mais avait la nécessité aussi de s'élargir. Et du coup, on trouvait que ce nom, qui pourrait être l'équivalent d'un label artistique, nous permettait de nous apporter aussi une identité nouvelle, une identité qui dépasse la somme des deux personnes. Plutôt que de s'appeler Dupont et Dupont, on trouvait que ça avait plus de sens. Voilà. Après, c'était pas un nom anodin, c'était aussi une volonté d'afficher un optimisme actif et en tout cas des stratégies positives pour agir sur l'environnement, agir sur ce qui nous entoure, à la fois par le regard qu'on peut porter sur les choses et puis par notre capacité de concevoir. Parce qu'après avoir fait 6 ans d'études, on a le sentiment qu'on avait surtout appris quelque chose, c'était appris à concevoir et pas forcément appris à faire. Mais voilà, donc ça c'était assez important. Aujourd'hui, Encore Heureux, c'est une SARL d'architecture, donc c'est un statut juridique très précis. Pour pouvoir faire des bâtiments, il faut pouvoir être inscrit à l'ordre des architectes. Quand on est plusieurs architectes, le plus performant à notre sens, c'était d'avoir une SARL voilà, qui soit l'entité principale. En parallèle de ça, on a monté aussi des associations qui nous ont permis de développer notamment le projet Wagon Seine, qui était notre projet de diplôme, qui était une expérimentation sur un théâtre itinérant se déplaçant sur le réseau ferré. Et du coup, pour mener une étude en Midi-Pyrénées, on avait monté une association qui nous a permis d'être soutenus par la région Midi-Pyrénées, la DRAC Midi-Pyrénées. Et on a pu aller explorer les 300 gares de Midi-Pyrénées pour faire une étude vraiment très, très poussée de ce potentiel-là. En parallèle de ça, dans les premières années d'exercice, on a réalisé énormément d'images de synthèse pour les architectes, donc ce qu'on appelle la sous-traitance, ou en tout cas une espèce de métier graphique à destination des architectes, au moment où les images de synthèse sont devenues une obligation un peu dans les concours. Et du coup, entre 2001 et 2007, on a fait plus d'une centaine de missions pour de très nombreuses agences, qui a été une bonne école d'apprentissage, à la fois parce qu'on a été obligé de très rapidement comprendre les projets pour pouvoir les modéliser. Ça nous a permis aussi de développer notre compétence graphique et puis on va dire notre facilité à représenter l'architecture. Et puis par ailleurs, c'est ce qui a permis de financer l'ensemble des premiers projets, des petites installations qui étaient vraiment avec des budgets très réduits. Et donc la totalité des budgets était mise dans la production du projet et on considérait que nos honoraires venaient des images de synthèse que nous faisions pour les autres architectes. Voilà, donc ça c'était une époque assez intense et très formatrice. Voilà. Il se trouvait que moi j'avais aussi étudié au Canada pour ma 4e année, et que du coup j'étais aussi revenu en ayant exploré un logiciel très peu connu qui s'appelle FormZ et qui nous a permis de très rapidement produire des images. Voilà. En gros, une des choses importantes sur laquelle on essaie de beaucoup réfléchir, c'est la notion de généraliste et de considérer qu'on est dans une
une société où les métiers sont de plus en plus des métiers de spécialistes, où on a vraiment des catégories très très fermées et très très resserrées, de plus en plus resserrées, et que même en architecture, il y a une spécialisation où les architectes vont faire que des écoles, que du logement, que de la maison individuelle. Et donc nous, on a voulu à la fois affirmer la nécessité d'une approche généraliste au sein de l'architecture, ce qui nous fait faire aujourd'hui des logements alors qu'on n'a jamais fait de logement, ce qui nous fait faire un musée pour la ville de Suresnes alors qu'on n'avait jamais fait de musée. Et voilà, c'est chaque fois des premières fois, parce que l'architecture, vu que c'est chaque fois un commanditaire différent, un lieu différent, des enjeux différents, des surfaces différentes, des moyens différents, c'est chaque fois une première fois. Et donc ça, c'était un aspect important. Parallèlement, il nous semble aussi intéressant de dépasser les frontières du métier d'architecte et de considérer que notre capacité à concevoir pouvait s'appliquer dans d'autres champs, ce qui nous a fait réaliser des installations artistiques pour des festivals de musique, ce qui nous a fait réaliser plusieurs ouvrages d'édition. Récemment, l'exposition Matière Grise au Pavillon de l'Arsenal, où nous étions commissaires invités et scénographes de l'exposition. Donc voilà, on va dire que là, on va au-delà de la limite propre du métier, mais on fait ça avec une vraie liberté et en tout cas avec une conscience aussi qu'il s'agit uniquement de déplacer des méthodologies de conception dans un autre champ. Également, en 2013, j'ai réalisé un court-métrage de fiction sur les partenariats publics-privés qui s'appelle PPP, qui a été une aventure collective très riche. Et ce que j'en retiens, au-delà du sujet, qui à mon sens est un enjeu important de la future de la commande publique et de ce qui fait société, même on pourrait dire, c'est aussi que faire un film, j'ai abordé cette méthodologie-là de la même façon que celle dont on fait les bâtiments à l'agence, et que du coup ça a été très simple parce qu'il n'y avait pas l'idée de se dire comment je deviens réalisateur, mais il y avait juste l'idée de se dire je suis un concepteur qui, au lieu de concevoir une forme, choisir une matière, choisir des couleurs, qu'on soit un cadre, qu'on soit une narration et qu'on soit une mise en scène dédiée. Voilà. Sur l'équipe, aujourd'hui, on est donc Julien Chopin et moi-même, les deux associés. Il y a Margot Cordier et Sonia Vu, qui sont les deux chefs de projet très, très importantes, qui sont là depuis 5-7 ans, et avec qui on a grandi. C'est-à-dire qu'on a commencé, on a eu en fait nos 4 premiers projets ont été menés de front par Sonia, Margot, Agathe et Amaury, et du coup tout le monde a appris en même temps à faire des bâtiments et à faire de l'architecture. Donc c'était assez osé, relativement risqué, même si ça s'est très bien passé. Mais en tout cas, il y avait l'idée aussi d'apprendre en marchant et de ne pas attendre d'avoir fait 20 ans d'agence pour penser pouvoir faire un bâtiment. Donc voilà, donc aujourd'hui, on a cette équipe-là qui est très très soudée, très très forte. Là, récemment, il y a des nouveaux chefs de projet qui ont rejoint l'équipe. Donc il y a Mathilde et Jordan qui viennent d'arriver. Nous avons également 2 jeunes architectes qui sont à Chameau, donc je pense qu'on pourrait parler aussi longuement de cet enjeu de la fin des études et de le début de la vie professionnelle, qui à mon sens aujourd'hui est vraiment problématique, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à questionner et à améliorer dans ce sens-là. Et donc du coup on réfléchit à différentes stratégies sur cette question. Et en parallèle de ça, on explore aussi la réalité de ce statut et de ces enjeux. Et donc là, ce sont les 3e personnes que nous accueillons à Chameau dans ce 6 mois de formation terminale qui permet de valider le diplôme. Voilà. Et ensuite, on a aussi souvent 1 ou 2 stagiaires qui sont aussi des personnes très importantes dans l'énergie, dans la découverte et dans la diversité des profils qui viennent de France, d'écoles françaises, d'étrangers. On a eu un stagiaire de Tunisie, on a eu une stagiaire du Chili, donc on a aussi une espèce de voyage par ces personnes-là qui a du sens aussi dans une structure comme la nôtre. Les positions et les stratégies mises en œuvre,
Alors il y a différents angles, hein. L'angle de la diversité et du généralisme, on en a parlé. L'angle de l'attention portée aux méthodes de conception et donc au chemin qui permet de faire le projet plus qu'au projet en tant que tel, ça c'est aussi quelque chose de très important. L'attention qu'on porte aussi à la relation avec le maître d'ouvrage. On a coutume de dire qu'il n'y a pas de bon projet sans bon maître d'ouvrage et que les architectes sont plutôt des accompagnateurs, des passeurs qui vont cheminer pendant 1, 2, 3, 4 ans avec une équipe et pour les amener dans des contrées plus ou moins lointaines. Donc souvent on prend l'image du guide de haute montagne qui connaît un peu la montagne ou même qui la connaît très bien et qui du coup va aider les gens qui l'accompagnent à prendre le bon chemin, à faire les bons choix, les bonnes décisions, etc. Donc ça, on va dire que c'est quelque chose sur lequel on est très très attentif. Voilà. Ensuite, on est très curieux par nature, très curieux d'explorer des mondes, des univers. On a fait un travail sur plusieurs années en Mongolie, notamment à Ulaanbaatar, où on est parti au début seul, ensuite avec des étudiants de l'école spéciale pour questionner la ville d'Ulaanbaatar et cette dernière société qui s'urbanise, avec une société qui passe de nomade à urbaine en quelques années, quelques jours ou quelques heures, par le fait de monter la yourte comme étant un objet de colonisation territoriale totalement hallucinant. Donc voilà, il y a 2 ans, on a fait une exploration aussi sur une utopie réalisée dans un désert dans le Nevada aux États-Unis qui s'appelle Burning Man, où pendant une semaine, 70 000 personnes se retrouvent dans un camp, dans un auto-enfermement artistique qui est très questionnant. Et du coup, c'était aussi voilà, on a des listes comme ça de choses qui nous semblent importantes à explorer. Et puis voilà, Burning Man en faisait partie et on y est allé en 2013. Voilà, et puis plus récemment, la question de la matière et des matériaux de construction était aussi quelque chose qui nous habitait vraiment très fortement. Et donc, en rencontrant le pavillon de l'Arsenal, on a réussi à concevoir collectivement ce que pouvait être l'exposition Matière Grise, le catalogue, dans lequel nous avons invité des auteurs à écrire, dans lequel nous avons identifié 70 projets dans le monde entier, et dans lequel nous avons essayé de poser des questions plutôt que d'apporter des réponses à quel serait le nouveau rapport à inventer entre la matière et l'architecture. On va dire que la question de la matière et de notre rapport aux matériaux, et notamment le champ du réemploi des matériaux, donc le réemploi c'est le regard porté sur la matière en disant aujourd'hui la matière va avoir de plus en plus de valeur par rapport à l'épuisement des ressources naturelles, qu'on ne va plus pouvoir la jeter et on ne va plus pouvoir faire exploser les décharges qui sont remplies. Et donc on va devoir trouver des nouveaux chemins pour redonner vie et redonner l'usage de la matière. Et donc ça c'est quelque chose qui est à la fois un territoire passionnant par la possibilité offerte et par le champ des possibilités qui s'ouvre, et en parallèle de ça, qui est très contraignant par rapport à une réglementation draconienne, par rapport à l'industrie de la construction qui a énormément de mal à innover, par rapport à tout un tas de questions qu'aujourd'hui, suite à l'exposition, on a le sentiment d'avoir posé et auxquelles on se confronte aujourd'hui dans les projets de manière réelle. Donc la partie recherche de l'agence intervient à différents stades des projets, et en tout cas sur la partie matériaux, on est en train de réaliser plusieurs études d'accompagnement pour aller identifier des bâtiments qui vont être démolis, faire des diagnostics, des gisements, de voir comment on pourrait se resservir de tel ou tel matériau. Et en parallèle de ça, on est en train de réfléchir sur quelques projets de mise en œuvre de ces matériaux-là. On vient aussi récemment de faire un petit projet pour l'hôtel de ville de Paris qui s'appelle le salon Chéré, qui est un salon d'espace de travail partagé pour les élus du Conseil de Paris, où on a travaillé avec les déchetteries de la ville de Paris, les services techniques de la ville de Paris, qui sont des ateliers de fabrication dans les sous-sols de l'hôtel de ville. Donc l'idée était vraiment de mettre en relation la matière qui est jetée, des compétences internes à une structure comme la municipalité et la ville de Paris, et une conception qui permet de mettre en
en mouvement toutes ces choses-là. Et donc c'est un projet assez modeste, mais en même temps avec un impact relativement fort sur le gisement qui est sous nos yeux et qu'il suffit de regarder différemment. Voilà. L'évolution de la structure, c'est toujours des questions importantes. Une structure ou une société ou un groupement ou un collectif, c'est comme un organisme vivant, c'est-à-dire que c'est toujours en train de s'adapter au milieu, ça s'adapte à des rencontres, à des commandes, à des projets qui s'arrêtent, à des projets qui arrivent, etc. Donc c'est un aspect qui est assez défini. C'est pas du tout une science exacte de la navigation et de la prévision. Par contre, il y a une espèce on espère en tout cas une espèce d'accumulation d'expérience et d'optimisation des regards et des façons de faire qui fait qu'on pourrait considérer que chaque projet en amène d'autres s'il est bien fait, chaque expérience, chaque rencontre, si elle est riche, va dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans faire rebondir sur une autre histoire. Donc c'est ce qui est plutôt passionnant dans notre métier, c'est vraiment la diversité des parcours, des rencontres. On est constamment en train de rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux... et surtout, on travaille avec quelque chose de très fort et de très rare et très fragile, qui est la question du désir. C'est-à-dire que faire un projet, faire un bâtiment, c'est avoir désir c'est désirer un espace, c'est désirer un usage, c'est désirer un moment presque. Et c'est pas du tout désirer un objet, à mon sens. C'est où c'est très différent parce que c'est désirer quelque chose qui va vous englober. Donc voilà, et donc on pense que l'architecte est une des personnes qui permet de passer du désir à la réalité, que ce passage est complexe, est difficile, des fois douloureux, parce qu'aujourd'hui on a tout un tas d'outils qui nous éloignent de la réalité. Et on pense que monter un mur, c'est comme envoyer un email, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, donc après, ce qui est intéressant, c'est qu'on est aujourd'hui au cœur de ces questions-là. On est dans une virtualisation d'un côté de nos rapports, et à l'inverse, on n'a jamais eu autant besoin de réel, de concret, et de matière du coup. Et donc l'architecture est constitué de ce réel-là et ne peut exister que par ce réel-là. Donc c'est ce qui, voilà. Et je pense que le rapprochement qu'on peut faire entre des pratiques de recherche et des explorations opérationnelles, nous on a le sentiment que les deux se nourrissent vraiment très fortement et qu'on n'aurait pas mené les mêmes recherches sur les matériaux et sur le réemploi sans par ailleurs s'être confronté à l'impossibilité de faire tel projet, à la violence de voir une scénographie qui a duré 15 jours partir à la benne, et que je pense que c'est vraiment des moments très fondateurs dans cette recherche que nous menons. Je pense que globalement, il faudrait vraiment avoir des grosses œillères pour penser que c'est un métier qui va bien. Moi, je pense que c'est un métier qui ne va pas bien. Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'analyser pourquoi et quels sont les ressorts qui font qu'il y a un sentiment d'épuisement, il y a un sentiment de paupérisation, de prolétarisation de cette profession qui passe plus de temps à répondre à la liste normative, administrative qu'il faut sans cesse cocher plutôt qu'à concevoir ce qui doit être conçu, qui doit sans cesse batailler pour arriver à se faire payer de son travail. Ça viendra personne après une consultation chez le médecin de dire ben non, je vous paierai dans 15 jours, dans 3 semaines ou dans 1 mois. Vous allez chez le médecin, il vous ausculte pendant 5 minutes, vous payez 21, 50, 100, 200 €. Mais voilà, en architecture, c'est jamais ça. Donc en architecture, on travaille parce que quelque part, il y a cette idée un peu tordue que les idées n'ont pas vraiment de valeur, donc n'ont pas de prix. Qu'une idée, on peut se lever le matin et avoir une idée, alors ça c'est vraiment pour le coup une fausse idée, parce que les idées c'est du travail, c'est du temps, c'est de la maturation, c'est de la référence, c'est de la recherche. Et donc aujourd'hui on a une somme de signaux comme ça qui sont très durs. Il y a l'affaiblissement de la commande publique par ailleurs, qui aujourd'hui par rapport à des obligations économiques
sert de toutes parts ce qui longtemps a été un espace d'exploration et de réalisation et de production. À un moment donné, il n'y aurait pas le centre Pompidou sans la commande publique, ça c'est une certitude. Voilà, après, sans dire que chaque bâtiment public est une réussite, mais à un moment donné, c'est important d'avoir pour les bâtiments publics une puissance publique et une maîtrise d'ouvrage public qui soit forte. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, et en plus, aujourd'hui, on fait payer très très cher à l'architecte sa liberté artistique, sa liberté de conception, parce qu'on est globalement dans une société qui va aussi mal et où la valorisation de chacun dans son métier est relativement le dernier des critères. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on cherche à répondre à des objectifs, à faire monter des courbes et à valider des tableurs Excel, mais le bien-être ou l'apport de sens que chacun peut avoir dans son métier est vraiment le sujet qui n'est très très rarement abordé. Et donc du coup, l'ensemble des métiers de la sphère artistique vont avoir cet attrait-là de dire « Ah mais vous avez une liberté incroyable, vous pouvez sur une feuille blanche avec votre crayon décider d'une forme, d'une couleur, d'une matière, etc. » Et donc du coup, il y a une espèce un mélange de jalousie et de déception qui s'installe et qui va faire que vous allez souvent être sous le feu de la critique et parfois d'une critique très très violente. Donc ça, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut aussi regarder assez précisément. Et par ailleurs, je pense qu'il y a aujourd'hui un vrai sujet sur l'accès des jeunes architectes à la profession, et qu'aujourd'hui on a 22 écoles d'architecture qui sont des écoles de très bon niveau, mais on a un vrai problème entre la réalité des agences et l'intégration de ces nouveaux talents qui arrivent. Et je pense pour ma part qu'il n'y a pas trop d'architectes, mais qu'il n'y a pas assez d'architecture. Donc je pense qu'il n'y a jamais eu autant de sujets. On a plus de 3 millions de mal logés. Le rapport de la Fondation Abbé Pierre, tous les ans, fait la liste très précise de tous ces secteurs entiers qui sont dans un appauvrissement, dans un délabrement croissant. Et donc il y a une somme de sujets infinis. Et je pense que c'est une période, en cela, très, très intéressante, mais je m'inquiète je m'inquiète du peu d'attention en fait que collectivement nous portons à ces jeunes architectes qui, après avoir fait des études brillantes, après avoir été retenus parmi 1500 personnes et avoir fait 6 ans d'études, retrouvent des portes fermées parce qu'on ne veut pas leur valider leur HMO, et donc ils ne pourront même pas s'installer pour faire le premier projet qui leur permettrait de faire ensuite le second. Donc aujourd'hui, il y a un vrai problème à mon sens, et une vraie violence dans cette fermeture en fait de la profession elle-même aussi envers les nouveaux entrants, une violence qui est augmentée par la réduction des projets, la réduction des champs des possibles. Donc c'est ce que j'avais appelé le principe des niches, c'est-à-dire qu'on est chacun dans des niches, et puis à un moment donné, quand il y a de plus en plus de personnes dans la niche, on commence à s'entretuer, parce que voilà, on est dans la même case en fait, il n'y a plus assez d'espace. Voilà. Moi, ma position par rapport à la profession, je pense qu'il y a plusieurs questionnements qu'on pourrait avoir. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas d'organes de représentation qui, à mon sens, sont adaptés aux enjeux dont on vient de parler, que l'ordre des architectes, à mon sens, n'est pas clair sur un certain nombre de positions, et on va dire est plutôt l'aspect corporatiste qui pour moi n'est pas à l'échelle des enjeux actuels, et n'est pas à l'échelle du décloisonnement dont on nous parle sans cesse, de l'interdisciplinarité qui serait le modèle nouveau, ce qu'on appelle les slashers, c'est le fait d'avoir plusieurs métiers, etc. Aujourd'hui, quand on raisonne en ordre, on voit bien qu'on est sur des précarés, donc on est sur des territoires où il y a plus d'énergie à défendre le territoire plutôt qu'à questionner quel type de culture on y fait dessus. Donc l'énergie est mise dans la clôture et pas dans ce qui s'y passe. Voilà, il se trouve que la notion de syndicat est aussi quelque chose qui aujourd'hui dans notre société est assez largement remise en cause.
et qu'à mon sens, il y aurait besoin de réinventer cette notion-là. Comment, à un moment donné, un groupe d'individus qui partagent des aspirations, qui partagent des expériences, peuvent se fédérer, peuvent avoir une force de représentation, peuvent se faire entendre auprès de la puissance publique ou d'acteurs divers et variés. Et aujourd'hui, on est face vraiment à un émiettement que l'on peut aussi expliquer, en faisant pour bien parler, que l'on peut aussi expliquer par le fait que nous sommes une profession de compétition. C'est-à-dire qu'on est constamment en compétition pour gagner un concours, pour être retenu sur un dossier, etc. Donc ce n'est pas forcément des conditions où il y aurait une espèce d'entraide évidente, etc. Est-ce que les choses sont en train de changer avec les nouvelles générations, etc. Je ne suis pas fondamentalement sûr de cela, parce que j'ai vraiment le sentiment que ça reste toujours cette occupation de territoire et de dire quel est le dernier concours que tu as gagné, contre qui tu as gagné, tu as été meilleur que machin, etc. Donc on est aussi dans une logique de compétition qui ne favorise pas le fait de mutualiser des outils, de mutualiser des positions, d'afficher clairement des stratégies. Voilà la question de la rémunération. Pour moi, aujourd'hui, ce n'est plus possible de rémunérer les architectes sur un pourcentage des travaux. C'est vraiment, pour moi, à l'inverse de tout ce qu'on devrait imaginer. C'est comme si le médecin, pour revenir à cette métaphore, c'est comme si le prix de la consultation était proportionnel à la liste des médicaments que le médecin vous prescrit. C'est-à-dire que plus il vous met de médicaments sur sa feuille de soins, plus vous aurez à le payer, ce qui est totalement absurde. Personne n'accepterait d'aller chez un médecin qui fonctionnerait de cette façon-là. Donc aujourd'hui, pour moi, il faut aussi vraiment réinventer cet aspect-là, l'aspect de la rémunération, et globalement l'aspect des rémunérations des disciplines artistiques est aussi un sujet, parce que je pense qu'il y a des blocages réels vis-à-vis de ce qui semble être dans l'air du temps ou dans le prix d'une idée. Est-ce qu'on peut questionner le prix d'une idée? Moi je pense que oui, ça se questionne et on le voit dans beaucoup d'échelles. Non, moi ce que je pense, c'est que ça rejoint la question de la diversité des approches, des pratiques, et aussi du fait d'apporter des compétences dans des champs variés, avec la construction d'une méthodologie de projet qui permet de répondre, ou en tout cas de pouvoir aborder des sujets d'échelles différentes, de tailles différentes, et de dimensions différentes et d'enjeux différents. Et pour moi, c'est un aspect très important de ce métier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de petits projets. Aujourd'hui, on fait des projets entre 2 000 € et 10 millions d'euros. Et on voit que la complexité n'est pas proportionnelle au montant des travaux. Et au contraire, des fois, c'est plus compliqué de faire un projet avec 5 000 € que d'en faire un avec 5 ou 10 millions d'euros. Donc, c'est ce qui est aussi passionnant, parce qu'on a le sentiment que la construction de cette méthodologie est sans cesse à réinventer. Et c'est en tout cas une attention que l'on porte sur les façons de faire, plus que sur le fait de dire mais moi je fais que des bâtiments en béton, ou moi je fais que des bâtiments rouges, ou moi je fais que des bâtiments verts, etc. La question des étiquettes, en fait, on se la pose pas vraiment, et je crois qu'on se l'est en fait jamais posée. Il se trouve que la position d'architecte et le titre d'architecte nous a sûrement facilité et nous a sûrement ouvert des portes plus rapidement, parce qu'il y a l'aspect rassurant de l'architecte par rapport à l'artiste qui serait moins contrôlable, et à l'inverse, du coup, on avait le sentiment de jouer aux artistes pour les architectes et de jouer aux architectes pour le monde plus artistique. Donc on a aussi profité un peu de ce flou. Moi je pense qu'aujourd'hui il y a une volonté de dépasser les disciplines, mais en même temps il n'y a rien qui est fait pour le permettre, notamment même administrativement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des incompatibilités de statuts, entre des statuts de droit d'auteur, des statuts de travailleurs indépendants, des statuts de société, et que peut-être une des premières choses à repenser est le statut juridique permettant à une même personne de s'inscrire dans une aventure collective de construction, de concevoir une scénographie ou un équipement, de faire une étude de faisabilité pour une municipalité. Et je pense que repenser ces outils-là, ce serait peut-être une façon de redonner un nouveau souffle à des pratiques qui sont peut-être un peu épuisées et plus adaptées aux nouveaux enjeux. Non, la question de la réception de ce qui est produit est une question centrale. Ce qui nous importe
dans la majorité des projets, c'est de questionner l'usage, c'est-à-dire de questionner le temps et l'espace-temps qui va être créé et du coup, qu'est-ce qu'il va permettre? Qu'est-ce qu'il va permettre en termes d'expérience personnelle, d'expérience collective, d'expérience familiale, d'expérience professionnelle. Donc ça, c'est un aspect qui est au cœur vraiment de nos réflexions, ce qui nous a amené à concevoir, par exemple, sur le bâtiment flottant Petit Bain, une terrasse sur le toit du bâtiment flottant, voilà, de dire les gens viennent pour être au bord de l'eau, il faut qu'ils puissent être au bord de l'eau, donc on va rajouter au programme, qui n'était pas prévu, une terrasse sur le toit. On a rajouté également une terrasse sur le musée de la ville de Suresnes, de la même façon, parce qu'il y avait donc une grande différence de niveau entre le niveau des voies du tramway, du quai du tramway et de la place basse, et donc du coup on a aussi habité cet espace-là. Là on est en chantier sur un projet où on relie 2 niveaux par un toboggan pour une grande société industrielle, et donc on décale aussi une espèce de pratique. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi la diversité, ou en tout cas l'empilement des discours et des intuitions. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse dans un projet, c'est les différentes lectures que l'on va pouvoir avoir. Sur le salon Chéret dont nous parlions, il peut y avoir une lecture qui soit celle de l'économie circulaire, de dire ben voilà, on voit bien que c'est des chaises qui ont été récupérées, modifiées, réagencées. On peut avoir une lecture de dire ben voilà, c'est un geste artistique d'avoir du mobilier de la même couleur avec une table en bois naturel et puis des suspensions lumineuses. Et on peut aussi avoir d'autres lectures, une infinité de lectures. Et moi, c'est ce que je trouve très intéressant, c'est justement donner ces ouvertures-là et laisser aussi dans la réception qui est faite de l'espace ou du lieu ou du bâtiment cette possibilité d'interprétation. Et donc c'est l'inverse en fait de l'architecture qui ferait un objet unique dont il faudrait comprendre au prime abord la totalité de son sens, mais c'est plutôt un sentiment et en tout cas une intuition qui va être partagée de manière différente en fonction de la personne qui va le recevoir. Et ça, c'est très important aussi dans les phases de fabrication de l'architecture, parce que donc il y a des phases vraiment très très distinctes et différenciées, mais il y a la phase de conception et d'échange avec le commanditaire ou avec la personne pour qui vous faites le projet, qui va être très importante. Ensuite, il y a la phase technique de développement avec les fabricants, les ingénieurs, les bureaux d'études, qui va aussi donner questionner en fait une autre réalité. Et enfin, il va y avoir la phase de la construction avec les entreprises et les artisans qui vont réellement le construire, où là aussi, chacune de ces phases-là peut aller vers le meilleur ou vers le pire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se considérer que chaque phase a ses enjeux, a ses risques, a ses pièges, a ses astuces. Et du coup, aujourd'hui, pour moi, les projets les plus réussis, ou en tout cas dont l'expérience est la plus forte, sont ceux qui vont arriver à réussir chacune de ces étapes et vont faire ça dans un cercle vertueux qui va faire que le jour de l'ouverture, le jour de l'inauguration, l'ensemble des entreprises qui l'ont construit seront présentes parce qu'elles seront invitées et parce qu'elles viendront. L'ensemble des gens qui auront travaillé sur ce projet-là seront fiers de ces 2-3 ans de travail, et la personne pour qui ça aura été fait sera fière à son tour d'inviter tout un tas de personnes pour leur montrer un peu le résultat de ces années de travail collectif. Donc je pense que moi je trouve ces moments-là très importants. On a souvent l'image du bateau que l'on jette à la mer en cassant une bouteille sur sa coque. Un bâtiment, c'est vraiment la même chose. On devrait d'ailleurs retrouver cet usage-là de l'inauguration officielle pour fêter en fait la symbolique de cet effort collectif très très important. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit que souvent, quand on inaugure un bâtiment, plus personne ne veut y aller parce que les entreprises sont épuisées, parce que le maître d'ouvrage est épuisé, parce que l'architecte est épuisé. Et donc, à mon sens, il faudrait commencer par retrouver cette énergie-là et ce moment de livraison ou de délivrance, on pourrait trouver d'autres mots, ou
ou de naissance du bâtiment qui a été pensé, qui a été construit, conçu, malaxé, fabriqué, et puis tout d'un coup qui est donné en partage. Et donc je pense que ça pourrait être des moments très importants. Et que si on arrivait à ce que ces moments-là réussissent à rassembler collectivement l'ensemble des gens qui ont travaillé à cette réussite, ça pourrait sûrement faire des bâtiments plus joyeux, plus justes, plus appropriés, et donc sûrement une meilleure architecture.